take-off. Press 7. 80 knots. Check. Contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, ligne 08 gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Oh, c'est bonsoir de Wingo par l'attend Air France, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et tous. Oui, ça marche, ça devrait fonctionner. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la zone aéro et bienvenue à Abdof 109 qui vient de follow la chaîne. Merci à toi. Soyez les bienvenus dans la zone aéro, la dernière de l'année. Nous sommes le 21 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on est de retour, comme tous les mercredis, pour une nouvelle émission avec notre invitée qui est là. Elle est derrière, elle se cache et elle sera là tout à l'heure. Mélanie est parmi nous. Et merci aussi à Cyver Marilou qui nous a fait un raid pendant l'attente avec 10 personnes. Soyez les bienvenus les amis. J'ai vu avec Thomas qui sont derrière dans l'ombre. Nos amis de chez Inforéa et de Cyver. Voilà. Merci pour la dédicace. Eh bien, les amis, déjà, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints cette semaine. Il y a eu pas mal de monde. Air Connection, par exemple, Karl, BCX, Old Burning, Willou, Rinart, Camille, Mr. Jack Wide, ePilot 69, et puis donc ABD Off 109 qui est là, et Free Flight, notre ami Eric qui est là parmi nous. Connectés comme d'habitude, nos super modérateurs Yurton et Free Flight. Écoutez, avant toute chose, dernière émission de l'année, je vais vous parler un petit peu du programme à venir dans la zone aéro, deux dates à retenir, en plus de l'émission de ce soir, et bonjour Calimero qui vient d'arriver sur le chat. Sachez que, alors le 18, si je ne m'abuse, le 18 janvier, nous devrions avoir un invité, pilote d'AWACS. Donc, retenez la date, Nico nous en dira plus s'il arrive à se connecter, on l'attend notre ami Nicolas sur Teams, il a des problèmes de connexion mais on va essayer de l'avoir en cours d'émission. Et puis rendez-vous avec toute l'équipe, en tout cas le rédacteur en chef d'Aérobuzz, Gilles Leroy, ce sera le 25 janvier prochain, on parlera médias autour de l'aviation. Voilà pour le programme, je vous propose tout de suite d'attaquer sans plus attendre en déposant le plan de vol de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? On le voit tout de suite. Et dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir avec le sommaire qu'on affiche ici, l'actualité du terminal, 4 petites actus du terminal ce soir, puis la rencontre que vous attendez tous avec Mélanie qui est arrivée, Fingergold 04 qui vient d'arriver, pas de Nico, pas de son pour les jingles. Mais vous n'avez pas le son pour les jingles? Vous l'avez entendu ou pas? Dis-moi Jordan si vous avez eu le son pendant le jingle ou pas. Parce que normalement il devrait y être ce son. Donc voilà, et puis à la fin de l'émission, donc pas de son, ok, ça marche. Et donc en fin d'émission, les 5 minutes traditionnelles, remise de gaz fort aux questions, comme d'habitude. Je crois juste une demi-seconde au début. Ok, d'accord, et ben on va faire sans, c'est pas un souci, on aura le jingle en ligne, donc c'est pas grave. Voilà, et ben écoutez, on va y aller. Bonsoir à Michael2806 qui vient d'arriver, merci d'être présent. Écoutez, on enchaîne tout de suite, on dépose, le plan de vol c'est fait, donc maintenant l'actualité du terminal. Et là il y a le son, ok, et ben c'est très bien, je regarderai. Parfait, bon écoutez, on attaque tout de suite l'actualité du terminal et je vais changer de caméra, voici. On attaque par une petite nouvelle qui est sortie cette semaine. On va parler non pas d'avion mais de train, enfin si, un peu des deux même. Donc une campagne de désinformation qui a été, recadrée par un tribunal, par un jury plus exactement. C'est la SNCF qui a fait une campagne que vous voyez d'ailleurs affichée sur l'écran, qui était non seulement diffusée sur le site internet de la SNCF mais aussi sur les motrices des TGV. Et vous voyez,
grosse campagne d'aviation bashing qui disait, ben voilà, chez nous, le CO2 émis, c'est 50 fois moins que la voiture et c'est 80 fois moins que l'avion. Alors, évidemment, il y a eu une petite étude qui a été faite, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas, puisque, en effet, le calcul utilisé est particulièrement discutable, notamment sur les taux qui ont été avancés par la SNCF. Il ne tient pas compte du tout, notamment de l'incidence de la construction et de la maintenance des machines et du réseau ferré français, ce qui a quand même un impact sérieux, ce qui fait qu'on enlève une partie conséquente de l'empreinte carbone de l'ensemble du système. Alors, on va voir ce qui va en découler. La SNCF donc fait de l'aviation bashing, malheureusement, sur fond de chiffres inexacts, et c'est bien regrettable. On va suivre un petit peu cette affaire, on va voir comment ça va évoluer. Et puis, écoutez, on verra l'évolution des choses. On enchaîne sur l'Ultrafan, nouveau moteur de chez Rolls-Royce, qui vient de terminer l'assemblage de ce nouveau réacteur que vous voyez à l'écran, qui est même d'ailleurs monté sur son banc d'essai. Démarrage donc des essais début 2023 pour ce nouveau réacteur. Et sachez que ces essais, et on va dire le fonctionnement est prévu pour fonctionner au SAF. Et bonsoir Skyflyer Aviation, bienvenue. Carburant en aviation durable sur ce nouveau moteur. Alors on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est un moteur qui est quand même assez imposant. C'est une nouvelle conception puisque le fan fait 140 pouces de large, c'est-à-dire plus de 3,50 m de diamètre. Et ça va induire en fait une nouvelle conception, une nouvelle architecture qui va faire que on va augmenter le rendement de ce moteur de plus de 25%. Voilà. Sur ce moteur-là, ce qui est plutôt pas mal. Et ça va permettre aussi également de pouvoir optimiser les Trent, puisque c'est un moteur Trent, mais de première génération, donc amener toutes ces modifications technologiques sur les premiers, et puis augmenter un petit peu la qualité du parc. L'objectif, donc, équiper les nouveaux appareils avec ce nouveau système, ça va du gros monocouloir jusqu'au gros porteur, et puis donc augmenter les performances et diminuer les rejets des moteurs actuels grâce aux évolutions technologiques sur l'Ultrafan. Voilà, l'objectif final, c'est une diminution d'à peu près 10% de la consommation sur l'ensemble du parc des moteurs Rolls-Royce. Est-ce qu'on a le poids du moteur? Il est lourd. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Allez regarder peut-être sur Google, et encore je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment, vous allez trouver sûrement les masses en fait des moteurs classiques. Celui-ci, je ne suis pas certain. Tapez Ultrafan Rolls-Royce et regardez si quelqu'un a la réponse. Vous pouvez la mettre dans le chat et comme ça informe tout le monde en même temps. On enchaîne avec le 21 décembre, puisque nous sommes le 21 décembre. 21 décembre 1909, qui était une sacrée journée. Pourquoi? En fait, il y a eu plusieurs choses qui sont passées ce 21 décembre 1909 avec un vol remarquable réalisé par le monsieur que vous avez en haut à gauche de votre écran, qui s'appelle Mortimer Singer, qui a fait un vol de 60 minutes et qui a parcouru 60 km. Donc tout s'est bien passé pour lui, et c'était quand même un exploit. Et en revanche, le même jour, deux malchanceux, Jacques de Lesseps, qui lui s'est craché, alors on les voit en bas à droite, qui lui s'est craché mais sans gravité du côté d'Étampes, dans le cadre du prix du voyage et de la nature. Donc lui, il n'a pas eu de chance, hein. Il y a eu des ratés sur le moteur de son monoplan et il s'est retrouvé dans un champ. Et puis il y a eu aussi Culero, qui lui a fait une chute de 20 mètres de hauteur avec son monoplan à côté de Châlons. Voilà, son vol s'est terminé un petit peu avorté. Heureusement, donc tout le monde était indemne, mais c'était pour marquer un petit peu cette journée du 21 décembre 1909. Et ça aurait été bien que Nico le fasse, cette petite rubrique historique, s'il était arrivé à se connecter, notre ami Nicolas. Et enfin, on termine, bon, vous avez vu passer l'actu, le parrain de la zone aéro, disparu cette semaine. Bon vol à Bernard Chabert, grand commentateur de meeting, journaliste de talent, on se souvient tous de l'émission Pégase sur France 3 pendant quelques années, qui a ouvert justement l'aviation, qui a démocratisé. Et, tout le monde s'accorde à dire que c'était un poète quand il parlait justement d'avion et quand il commentait des meetings, ce qui était vrai. Et Bernard avait gentiment accepté d'être le parrain
médiatique de la zone aéro. Et on lui souhaite un bon vol. Donc oui, Pégase était une superbe émission, c'est vrai. Voilà, donc pour la séquence actualité de ce soir, eh bien, écoutez les amis, je vous propose tout de suite de retrouver notre invité, puisqu'on est quand même là pour ça, et de lancer la séquence Un visage dans les nuages. Et ce soir, c'est le visage de Mélanie qui est avec nous. Hop, et donc on va rebasculer ici, si tout va bien. Non, alors attendez, hop, on va y arriver, antenne, et on tourne comme ça. Voilà, elle est ici. Bonjour Mélanie, enfin bonsoir plutôt. Bien, bonsoir Sébastien. Ça va? Ouais, ça va. Je vérifie super. que tout marche, ça marche très bien. Vous nous dites si vous nous entendez bien les amis. Voilà, comme ça au moins. Ah bah si, Nico il est connecté, il est sur le chat. Alors il n'est pas en ligne mais il est sur le chat, donc c'est parfait. Merci et bienvenue Nico. Mélanie, merci à toi de nous faire le plaisir de venir dans la zone aéro pour cette dernière de l'année. Ça nous fait très plaisir. Eh ben, c'est pour moi aussi un grand plaisir et bravo pour tout ce que tu fais pour mettre en avant notre belle aviation. Donc pour moi, et puis on n'habite pas loin. Donc, Bah, en plus, c'était l'occasion de, voilà. de se voir avant la fin de l'année. Exactement. Et on aurait dû le faire déjà bien avant, mais c'est vrai qu'on est pris, on est tous pris, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire une petite minute de présentation comme d'habitude avec les invités. Avant toute chose, si vous avez des questions à poser à Mélanie, que ce soit en cours de discussion ou comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Évidemment, on les relaiera, on les prendra par groupe et puis on essaiera de répondre un petit peu à tout ça. Il n'y a pas de souci, on peut parler de tout et de rien. Et voilà, on est là pour partager justement. Alors, la petite séquence présentation, on va venir, alors normalement c'est ici, hop, attends, hop, je vais juste réactiver les caméras qui sont là, voilà, j'enlève celle-ci, et puis je vais lancer un petit timer, et tu vas avoir 1 minute pour nous faire un petit résumé de qui tu es, et de ta passion pour l'aviation, et après on va rentrer un petit peu plus en détail, ok? Eh ben, Le décompte sera ici normalement, et voilà, c'est parti. Voilà, bah, bonjour, bonsoir à tous, merci d'être là. Mélanie Astolz, moi je suis avant tout une grande passionnée d'aviation depuis que je suis toute petite et mon travail c'est de voler, de piloter, notamment des avions de voltige et des avions de course à mes heures perdues. J'ai également une formation de pilote de ligne, d'instructeur d'avion, donc voilà, à fond dans les nuages et voilà, toujours contente d'être là-haut dans le ciel et je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de ma passion, peut-être encourager certains qui ne sont pas encore parvenus à être pilotes et leur donner des conseils. Et voilà, c'est aussi, j'ai une deuxième passion, c'est le développement personnel, donc j'aime bien pousser les gens à aller chercher leurs limites et voilà, et être la meilleure version d'eux-mêmes, donc voilà, ravie d'être là avec vous. Et c'est lié en plus les deux. Le développement personnel et l'aviation, on est quand même très proches, surtout dans le domaine de la compétition. Oui, bah, de toute façon, après, pour la compétition et pour atteindre le plus haut niveau, bien évidemment, Sébastien, il faut arriver à maîtriser son mental et ça fait partie du développement personnel également. Et j'ai beaucoup appris dans ce parcours de compétitrice. Oui, ouais. On apprend toujours d'ailleurs. Je pense que oui, on apprend tous les jours. Et surtout quand on est pilote, il faut toujours être en train de renouveler ses compétences, parce qu'on évite en arrière sinon sur les choses à savoir et ça devient même dangereux. Donc il faut toujours se remettre à la page. Exact. Donc tu parlais justement de cette passion de l'aviation, c'est venu quand? Très jeune, on va dire tu es né avec un avion dans les mains ou pas loin? Ouais, alors moi c'est venu quand j'avais à peu près 6-7 ans, j'étais sur un meeting aérien, j'ai vu les avions voler et j'ai eu un déclic, ça m'a complètement subjugué et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Tu te souviens encore d'où c'était? C'était en Angleterre, alors c'était un meeting, je ne saurais pas où exactement, mais en tout cas je me rappelle de m'être assise dans un Harrier et d'avoir mis les fesses dans cet avion et de me dire c'est ça que je veux faire, je veux être pilote de chasse et voilà. Je ne savais pas à cette époque-là exactement précisément, mais en tout cas j'ai eu un déclic, une épiphanie. D'accord, ok. Oui, c'est bien. Comme quoi, l'utilité des meetings, on en revient aussi à ce qu'on disait il y a quelques temps. Aujourd'hui, les meetings, ça devient de plus en plus compliqué. Soit il faut être très gros, mais des meetings moyens, il n'y en a plus beaucoup. Alors qu'avant, il y avait des petits clubs qui organisaient des choses et c'est quand même important pour les vocations. Tu en as un bel exemple. Ah, les meetings, c'est extraordinaire. Alors pour les vocations, pour le bonheur des gens et
faire briller les yeux des petits et des grands. C'est de plus en plus important en ce moment où les choses sont toujours un petit peu difficiles au niveau de la situation économique générale. Et je pense que c'est bien de continuer à rêver et de voir des belles choses. Et en attendant, ça plaît encore beaucoup. Il y a toujours beaucoup de gens qui se déplacent sur ces événements. Donc continuons à nous battre pour les faire exister encore. Voilà. Et je pense que tout le monde sera d'accord. Hein. Donc, on a la petite fille qui est dans le Harrier, qui dit « Ok, moi je veux y aller ». Et comment derrière les choses se passent pour arriver justement quelque part à la première fois où toi tu vas toucher un avion en tant que pilote? Alors, comment ça se passe? Après, je vais à l'école, voilà, les maquettes, je collectionne les maquettes, j'ai mes petites fiches d'avion que je connais par cœur, toutes les configurations des avions, les envergures, les puissances, etc. Ah oui. Voilà, je joue aux jeux vidéo Ace Combat, je suis à fond dedans, mais on me décourage assez rapidement parce que on me dit que il faut être très fort en maths, il faut être un garçon, il faut... après, en gros, on me met on me met des croyances limitantes qui qui petit à petit rentrent en moi et je me dis que je peux pas faire ça. Donc voilà, très, très déçu par le système scolaire assez rapidement. À l'âge de 18 ans, j'ai quitté l'école et je suis parti travailler dans la vie active. Donc notamment dans les stations-service, j'ai fait ce métier entre 18 et 25 ans. Ah oui, d'accord. Donc rien à voir. Rien à voir avec l'aviation jusqu'à 25 ans. Ouais. Où après j'ai commencé à... Alors autant pour moi, parce que j'ai commencé à voler à 21 ans et je suis devenu pilote professionnel. Donc j'ai passé mon CPL en février 2008 chez Airways à Nîmes. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, Donc, ça marche. Ça commence à dater, mais effectivement à 25 ans j'étais pilote professionnel. Voilà. Bon, on est tous encore jeunes, de toute façon. L'aviation conserve. Hein. Oui. Et de Jason qui est arrivé. Bienvenue de Jason. Ok, donc tu as commencé en aéroclub du coup pour tes premières heures de vol? Alors, j'ai commencé dans une école de pilotage qui était à Lyon-Bron. C'était pas un aéroclub en soi, c'était une société en fait. Ah, c'est une ATO en fait. C'était une ATO, voilà, tout simplement. Okay. Et alors, pourquoi j'ai commencé dans cette école? C'est simplement que lorsque je me suis présenté sur l'aéroport de Bron, il neigeait ce jour-là, c'était un mois de février, et il neigeait, et il n'y avait qu'une seule porte ouverte, c'était celle de cette ATO. Ouais. Et je suis tombé sur une personne extraordinaire, Jacques, qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais qui était un passionné comme on peut les rencontrer dans les aéroclubs notamment, et qui justement a su briser toutes mes pensées limitantes. Il a passé littéralement l'après-midi avec moi à me dire que je pouvais être pilote, que je pouvais voler, que c'était pas la peine d'être riche, que je pouvais payer mes heures au fur et à mesure de mes consommations, qu'il n'y avait pas besoin d'être champion du monde de la mathématique, etc., etc. Et je me suis retrouvée inscrite grâce à cette personne qui m'a ouvert la porte. Et il faut dire qu'aussi les aérodromes, les terrains d'aviation sont des milieux qui sont très, très impressionnants. Donc il y a tout un tas de panneaux, de barrières, ne pas rentrer, ne pas si. Donc quelqu'un qui est un peu mal à l'aise et qui veut se lancer peut se retrouver intimidé dans ce milieu. Et de plus en plus, malheureusement, on a ces barrières à cause de la sécurité qui bloquent un peu l'accès à notre passion. D'accord. Donc en fait, selon toi, ou peut-être que vous d'ailleurs, vous avez aussi ce genre d'expérience. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous le partager aussi dans le chat. Hein. Est-ce qu'il faudrait plus que les gens des aéroclubs, qu'on mette en place de nouvelles stratégies pour attirer les personnes ou des gens qui sont timides et qui n'osent pas et leur dire écoutez, oui, c'est possible? Je pense déjà ça passe par des gens comme toi, Sébastien, qui sont là pour promouvoir l'aviation, pour la mettre en avant. Et après, moi aussi, de mon côté, je fais beaucoup de communication, notamment sur le fait que tout est possible pour qui s'en donne la peine. Donc après, ça passe par tous les acteurs de l'aviation qui font un effort pour mettre en avant l'activité. Et je pense qu'en tant qu'unité, on peut vraiment s'aider pour mettre en avant notre activité. Et notamment essayer de la conserver parce que finalement l'aviation est assez décriée. On a vu tout à l'heure avec le train. Bon, on est quand même pris pour cible dans le contexte écologique. Alors surtout que l'aviation, ça fait partie des milieux qui font le plus d'efforts de tous les milieux. Donc après, certainement tout le monde a des efforts à faire, mais l'aviation en fait beaucoup, je trouve. Et malheureusement, on est on ne le met pas assez en avant, on ne le met peut-être pas même en comparaison suffisamment avec d'autres secteurs qui en font moins, et pourtant les résultats sont quand même hyper probants. Et oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont issues aujourd'hui de l'aviation qui
sont utilisés par d'autres secteurs. Hein. C'est quand même un secteur de pointe. Il y a Jason qui nous dit plus jeune, je voulais être pilote d'hélico de combat, mais j'ai jamais osé franchir le pas. Tu vois. Donc il faut oser. Et je pense qu'on pourra en reparler de ça, de cette manière d'oser et comment toi tu t'y prends pour franchir justement ces barrières-là avec le recul que tu as aujourd'hui. Après, c'est ça, il faut. Après, c'est toujours facile avec le recul de parler à son plus jeune soi. Ouais. Mais en gros, parfois, il faut déconnecter son cerveau parfois. Et il faut arrêter de se dire, oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Parce qu'au final, on s'invente des histoires pour s'empêcher de faire les choses. Mais si vraiment on veut faire quelque chose, le seul truc, je dirais, c'est la santé. Si on n'a pas le médical, c'est compliqué. Mais si on n'a pas l'argent, on va peut-être mettre 10 ans à devenir pilote. Mais c'est possible, il y a aussi des solutions, on peut emprunter en tant qu'étudiant, on peut faire un crédit qu'on remboursera, je ne sais pas exactement, 6-7 ans plus tard. Il faut se dire que si on se donne la peine, on peut trouver un travail en aviation. Et ensuite, il y a plein de filières qui sont l'armée de l'air, qui sont l'ENAC. Air France a ouvert les cadets, me semble-t-il. Voilà, donc il y a des filières qui sont possibles. Il y a des petits chemins qui ne sont pas des autoroutes, mais que j'ai pris également et qui sont possibles dans tout ce qui est modulaire. C'est-à-dire qu'on paye au fur et à mesure ces formations. Donc voilà, après, à un moment donné, quand on veut devenir pilote, il faut se lancer. Après, moi aussi, je voulais être pilote de chasse et je ne suis pas devenu pilote de chasse parce qu'il y a un moment donné où je n'ai pas franchi le pas non plus, que j'aurais dû franchir. Bon, j'ai pas de regret non plus parce qu'avec la myopie, j'aurais pas pu de toute façon passer le médical. Donc c'est pour ça que je dis, le médical quand même, je ça reste crois une encore barrière. maintenant qui demande une vue parfaite. Oui, maintenant ça... Ils veulent changer, je crois, mais en tout cas, encore à ce jour, ils demandent... Mais en fait, il y a eu déjà des dérogations en fait, qui sont possibles. Avant, c'était même avec opération, c'était pas possible. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des opérations qui sont tolérées, donc ça s'est un peu assoupli. Hein. Voilà. Mais c'est quand même... Dans le civil, oui, mais après, je sais pas dans le... Dans la chasse, c'est quand même encore drastique. Hein. Ouais. Alors, si vous avez des questions, posez-les comme Aviateur 59, on va répondre tout de suite à la question, mais juste avant, moi j'en ai une autre. Donc, on a parlé des premières heures, donc c'est pas de la voltige. Alors, comment tu as fait pour arriver justement à la voltige? Oui, alors les premières heures, c'est alors il y a quand même des exceptions qui confirment la règle, mais en général, on apprend à devenir pilote. Donc, on prend des cours de pilotage dans un aéroclub ou un ATO. Et on apprend à décoller, à atterrir, à naviguer, etc. Et puis un beau jour, on se dit, là, je vais faire de la voltige. Et donc, mes débuts en voltige, ça s'est fait en 2006. Donc, j'ai eu l'occasion, grâce à un concours qui a été organisé par Midi-Pyrénées Voltige et la Fédération Aéronautique. Donc, on était 5 jeunes à être reçus à ce concours, de moins de 25 ans. Et donc, ça m'a permis de faire mes 5 premières heures de voltige à bord d'un Cap 10. Avion légendaire. Légendaire pour ce type de vol, notamment pour l'apprentissage. Et donc lors de ce stage, j'ai pu apprendre toutes les bases de la voltige et notamment faire mon premier lâcher voltige. Donc voler toute seule, en 5 heures. Réaliser des figures. C'était incroyable. Chapeau. C'était juste incroyable. Alors on était en stage intensif, donc on faisait des vols de 15-20 minutes. Donc finalement, ça représente quand même un paquet de vols. Parce que les vols de voltige ne sont pas très longs en général. Et là, j'ai eu la révélation pour ça. Et les personnes qui étaient là sur le stage m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas de la compétition ? Enfin, ça a l'air de te plaire et tout. » Et voilà, c'est parti de là, en fait, en 2006. Ok, 2006. Ok, ça marche. C'est ça. Ça me rappelle des souvenirs, le Cap 10. Et donc, justement, on en revient à la question que nous posait justement Aviateur 59. Comment as-tu envie de faire la voltige? Voilà, on y est. Et comment as-tu eu envie de continuer finalement la voltige ensuite? Oui, alors après, ce qui s'est passé, c'est que comme toutes les addictions, je me suis retrouvée complètement droguée de la voltige. J'ai adoré ça. Et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc après, j'avais pas du tout les moyens de me payer des heures de voltige à cette époque. Je faisais beaucoup de planeurs parce que du coup, niveau budget, c'était vraiment c'est ce qui plus coûte le moins accessible. cher. Oui, j'avais vraiment trouvé un club qui était... on pouvait faire des heures de vol pour un prix modique, pour une modique somme. Et en fait, j'avais trouvé un club à Chalon-sur-Saône, finalement, dans mes recherches, que j'étais basé sur Lyon. Et j'ai été accueilli par ce club à Chalon, notamment par son instructeur Sylvain Parmentier, qui m'a pris sous son aile. Sylvain, qui était instructeur à Montceau-les-Mines aussi. Qui était instructeur à Monceau aussi. Il est passé instructeur à Montceau-les-Mines, je crois. Et qui était aussi l'instructeur de Florent Audon. Donc, d'accord. Voilà. Donc, ok.
c'est là où j'ai rencontré Florent Audon, qui est un très bon ami et qui, voilà, on a fait nos débuts ensemble à Châlons, en voltige. On a vécu des aventures folles à faire nos premières compétitions ensemble et on peut le dire quand même grâce à des gens du club qui nous ont soutenus et voilà, nous ont sponsorisés. Je me rappelle à l'époque, ils nous donnaient des caisses de vin pour qu'on les revende à notre famille, à nos parents, Ah, génial. pour qu'on puisse se payer quelques heures de voltige. Ah ouais. Sylvain nous aidait pas mal, donc c'était cool, quoi. C'était Ah ouais, vraiment, c'est bien, ouais. on peut le dire aujourd'hui, ces moments-là Oui. sont importants. Et c'est ces gens-là qui font partie de notre parcours qu'on n'oublie pas et qui, voilà. Mais Même ils ont- quand ça brille, les paillettes, il ne faut pas oublier ces gens-là qui étaient là au début Ah, bien sûr. et pour nous soutenir. Et donc voilà. Donc, la voltige, après, elle est venue, la passion, elle est restée depuis ce jour. Ils ont eu du nez quand même, parce que première femme sur les Red Bull Air Race, et puis Florent, champion du monde en titre. Et ouais. Donc ils ont eu du nez. C'est bien, l'aviation bourguignonne, là, cocorico quand même. Hein. Je regarde s'il n'y a pas notre ami Fred de Monceau, mais je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. Donc, d'accord. Ah oui, donc je comprends aussi pourquoi des fois c'est particulier pour toi de faire des stages sur Mont-Soleil-Mines, Oui, comme bah oui. des photos qu'on a pu reprendre. Oui, c'est émotionnellement, c'est Ah ouais, c'est à fort. côté. Exactement. D'accord. Ok, donc là on arrive. Et alors du coup, voltige, tu parlais de la partie modulaire. Tu l'as fait. Tu l'as fait à côté cette partie modulaire. Avant, après, pendant. Comment est-ce que tu as organisé tout Alors ça en fait, ça s'est un peu mélangé parce que j'ai commencé à piloter en 2003. Là, j'ai passé mon PPL en un an, donc brevet de pilote privé en un an. Donc le PPL, si des personnes ne pilotent pas, c'est le brevet qui permet le premier brevet privé qui permet de se déplacer dans toute l'Europe avec un avion léger. Donc j'ai eu ça et puis ensuite j'ai commencé à réfléchir à la carrière professionnelle, justement parce qu'on m'a ouvert l'esprit que je pouvais également devenir pilote professionnel. Et là, j'ai commencé un parcours du combattant pour me payer mes heures de vol classiques, hein, donc des heures notamment dans des petits avions comme des Cessna ou des DR400. Et là, j'étais toujours sur l'aéroport de Lyon-Bron, et donc je traînais toute la journée sur l'aéroport, donc il y avait toujours des gens qui m'amenaient gentiment. Et à la fin, quand j'étais breveté pilote privé, j'avais l'occasion de faire des convoyages donc, de Lyon vers La Palisse, donc ça faisait quand même des vols de 2 heures aller-retour, avec les avions donc, en échange de services rendus, nettoyer les avions, faire du secrétariat. Et grâce à ça, j'ai monté mon carnet de vol en nombre d'heures, parce que pour devenir pilote professionnel, il fallait un minimum de 180 ou 200 heures. Donc grâce à, pendant 2-3 ans, j'ai fait ce bénévolat, ça m'a permis de monter mes heures et ensuite de pouvoir faire une formation professionnelle avec en parallèle un ATPL. Donc l'ATPL, c'est la théorie du pilote de ligne. Donc c'est un cours qui se fait sur un an. Et ça, je l'ai fait sur Lyon-Bron également dans une structure là-bas, Micusanis Aéroformation. D'accord. Voilà. À distance ou en présentiel? Sur place. Présentiel, ouais. Parce qu'à distance, moi, c'est pas mon truc. Je pense que j'aurais. Faut une discipline décroché. quand même. C'est quand même dur à distance. Hein. Ouais. Voilà. Mélanie Le Top, Red Bull, tu en es. Ah bah oui, on va en parler. Mickaël Antoileuse, Mélanie Le Top, Red Bull, tu en es toujours. Bah, c'est fini les Red Bull Air Race. Malheureusement, le sponsor s'est à retiré. notre grand désespoir à tous les pilotes et à tous les fans, c'est fini. Red Bull s'est retiré. Alors le sponsor c'était Red Bull, s'est retiré du championnat en 2019. Donc en 2020, il n'y a plus eu de championnat depuis. Il y avait un projet de redémarrage avec un nouveau partenaire, mais le projet n'a pas abouti malheureusement. D'ailleurs, c'est un peu à ce à quoi j'ai consacré mon année. Et bon, c'est comme ça. Dans la vie, des fois on joue, on gagne. Et des fois, on perd. Mais ce qui est important, c'est qu'on apprend à chaque fois. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus de course Air Race de prévu. Bon, à part celle aux États-Unis ou ce genre de choses, mais c'est pas encore pareil. Non, type Red Bull Air Race, alors après, sauf à ma connaissance, hein, j'entends quelques sons de cloche de projet, mais il n'y a rien encore d'officiel, d'annoncé, de concret. Voilà. Il y a un projet de course qui se lance avec un peu comme des drones de course. Qui se lance, ça marche bien. Mais après, type Red Bull Air Race, non. Pour l'instant, rien. Alors, justement, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les Red Bull Air Race qu'on va faire, j'espère que ça va marcher. Voilà, on va mettre la caméra et comme ça, Mélanie va pouvoir commenter en même temps et on va mettre justement ce petit reportage sur. Voilà, donc là, on est à bord de ton avion. Là. Exactement, donc ça, c'est une caméra que j'ai mise sur mon casque à l'époque. Donc, c'est une vue qui est assez exceptionnelle. Donc là, vous êtes donc dans l'avion avec moi aux commandes. Et donc, nous sommes en train de voler sur le circuit de course du Lausitzring en Allemagne de l'Est. Et donc là, c'est un run d'entraînement.
Donc Ouais. voilà, on voit que les évolutions se font entre des pylônes qui sont d'une hauteur de 25 mètres, Mhm. avec, ils sont gonflés à une pression très précise pour que, dans le cas où on tape dans un pylône, le pylône se dégonfle. Ouais. D'ailleurs, vous allez voir dans la porte suivante, il n'y a qu'une seule, là, il n'y a qu'une seule porte. Ah C'est oui. que j'ai dû passer par là et démolir la porte. D'accord. Donc j'ai dû démolir, pas la porte, le pylône. Et donc voilà, donc on voit qu'on fait des slaloms avec des passages dans les portes. Le but, c'était de passer les ailes à plat entre les portes. Et là, cette vue, elle est vraiment incroyable parce que vous voyez vraiment le cockpit. Mm. L'écran au milieu, alors je pense qu'il y aura des questions par rapport à cette vidéo, mais l'écran au milieu, là, que vous voyez en grand, c'est le nombre de G que je prends en instantané. Le facteur de charge donc subi. Exactement, donc voilà. Et ensuite, bon, après, les voyants lumineux, là, c'est pareil, c'est le nombre de G, Ouais. mais qui sont retracés en lumineux. Donc, Oui, parce que c'est plus facile de plus ça lire devient comme ça. orange, plus on est près de la limite, en fait, D'accord. du nombre de G maxi. Bon, Et, alors là, et notamment, pourquoi mettre les deux du coup? Bah alors, pourquoi mettre les deux? Parce qu'il y en a qui préfèrent les lumières et d'autres Ok. qui préfèrent lire le chiffre. Moi, Ah oui. perso, lire le chiffre, j'ai jamais réussi à lire un chiffre, parce que ça demande une analyse du cerveau. Eh oui. Alors, sachant qu'on est en train de regarder dehors quand même, hein, on n'est pas, on regarde pas dans l'écran hein, quand on vole. Mm. Alors que les lumières, ça permet d'avoir dans son champ visuel une visualisation. Alors, il faut D'accord. savoir qu'on était limité à 10 G. En cas Ouais. de dépassement, on avait une pénalité. Ouais. Alors, notamment avec les extras. Donc ça, c'est un extra 330 LX précisément, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, avec ces avions, on était limité à 10 G. Mais si on dépassait 10 G, c'était carrément une limite de l'avion. Donc Ah oui. il fallait faire une vérification derrière D'accord. avec le constructeur. Ok. Oui, il Voilà. faut dire que ces avions-là, c'est pas comme les catégories Challenger où enfin, vous partagez les avions. C'est ça, Sur- voilà. sur Donc cela. ça, c'était la catégorie Challenger. Donc là, on partageait les avions. Donc on était en général entre 6 et 9 pilotes sur la course. Et on était 2 ou 3 pilotes par avion. Il y avait Ouais. 3 avions en tout. Voilà. Ok. Donc Mais, c'était le- pas mal parce que du coup, on Oui, c'était sur un même pied volait sur d'égalité la même quelque part. machine. Voilà. Exactement. Donc c'était vraiment sur le pilotage que tout était calculé, non pas sur C'est les ça. performances de la machine comme Ouais. s'il pouvait se passer au-dessus. Exactement. Il y avait beaucoup d'écarts, tu le sais, sur on va C'est dire dur à purement dire, mécanique. Alors d'un avion à l'autre Au-dessus sur les ou- Challengers. Ah, Chez chez avec- qui on pouvait modifier les avions. Alors après, en fait, au début, on avait à peu près 4 secondes d'écart sur les circuits. Alors un run, ça dure 1 minute. On Ouais. avait 4 à 5 secondes de retard, de différence. Après, on est passé sur les Edge 540. Donc c'est le même que les masterclass, donc le Ouais. niveau Formule 1, on va dire. Sauf que nous, il n'était pas modifié, il était Oui. il était pas vraiment d'origine, mais quasiment. Et là, on avait à peu près 2 secondes d'écart. Mais Ouais. sur certains runs, des fois, ça se rapprochait beaucoup. Ouais. Mais ils nous avaient limité un nombre de tours maxi. Enfin, ils avaient quand même bridé un peu Ouais. les machines pour pas qu'on aille trop vite non plus, parce que sinon il n'y a plus de différence après dans, Ah oui. dans les catégories. Quoi. Ouais, et puis pour pas que ceux qui sont au-dessus soient après, vexés, c'est- après on dit oh, ouais, Oui. qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, après, bon, pour leur défense, je comprendrais que. bon, c'est un peu- Parce que si on commence à prendre 2-3 pénalités, après, ça fait que les Ah oui. Formule 2 vont plus vite que les Formule 1. Oui, Donc c'est ça. Même au niveau spectacle, c'est pas logique. Donc, voilà, j'ai compris. Il y a Scalefire Aviation qui nous dit je n'imagine pas le niveau de concentration. Il faut. Alors comment tu te préparais pour ce genre de course? C'est on va dire un repli dans sa bulle, le temps d'analyser. On fait comme les skieurs. C'est ça. Alors, quand on est dans l'avion, en fait, tout est calculé. Tout est visualisé à l'avance. C'est un travail de titan pour gérer un run de course. Et en fait, je visualisais des centaines de fois mon circuit. Le but, c'est vraiment de savoir à tout moment ce qu'on doit faire. Ça, je l'ai intégré au fur et à mesure, parce qu'au début, on ne peut pas intégrer tout, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Mais en gros, sur un run d'une minute, on sait exactement ce qu'on va faire, quel repère on va viser. Ça allait même jusqu'à la porte. En fait, il fallait qu'on rentre dans la porte d'entrée à 180 nœuds maximum. Mais il fallait passer précisément à 180 nœuds pour pas perdre du temps. Ah oui. Donc c'était presque, il fallait passer très haut sur la porte d'entrée pour gagner un peu de descente dans la porte suivante. Ouais. Pour juste gagner, on parlait de dixièmes de seconde. Hein, donc, ceux qui vraiment étaient dans les premiers, c'était vraiment chaque détail était important. Comme en voltige aérienne où la différence entre le premier et le cinquième, c'est un micro-détail. Hein. Ouais. Faut vraiment connaître pour voir la différence. D'accord. Ok. Je vois Mickaël Antoileuse qui nous dit toi et Aude, vous êtes mes idoles. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, ça c'est dit. Le message est transmis en plein entoilage de gouverne, tellement essentiel sur un avion en plein entoilage de gouverne. Ah, d'accord, c'est voilà. Oula, quel courage. Voilà, tellement essentiel sur un avion. Qu'en penses-tu, Mélanie?
Alors déjà, j'en pense que bravo pour être courageux et, voilà, et construire, enfin faire de la mécanique sur un avion, parce que moi je ne sais pas faire du tout, je suis pas, voilà, je me concentre sur le pilotage, mais c'est vrai que, alors c'est pas que je voudrais pas, parce que ça me passionne, mais voilà, après c'est une histoire de temps et de, bon, on peut pas tout faire, donc Ouais, c'est ça. voilà. Mais en tout cas, par rapport à la question, qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, les gouvernes. C'est ce qui fait qu'on pilote l'avion, c'est ce qui fait qu'on voilà, on le fait tourner à droite à gauche, on le fait partir en vrille, et c'est le truc qu'on veut vraiment pas qu'il se casse. Ouais. Enfin, il y a les ailes et les gouvernes, quoi. Et sur les avions qu'on a vus, justement, alors on parle d'entoilage, c'est du composite aujourd'hui. C'est des avions qui étaient légers, des avions de compétition. Donc Oui. on n'est pas dans le même monde. Oui, voilà, après, alors l'avion, il a, si je me trompe pas, il a une partie d'entoilage sur le côté, Ouais. sur le fuselage, mais après tout le reste, c'est tout du composite, carbone, Ouais. enfin, il n'y a pas du tout d'entoilage après. D'accord. Ouais. Donc on parlait justement de la manière de mentaliser le circuit, d'imaginer comment est-ce que ça se passe. Il y a une chose dont on ne parle pas, c'est les conditions météo. Comment est-ce qu'on les aborde, ces conditions météo? Parce que là on a l'impression qu'il n'y a pas de vent, que tout va bien, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Ouais, c'est vrai que dans les 25 courses que j'ai fait, il y a eu de tout. Il y a eu de tout, Ah on a oui. eu de la pluie, on a eu la tempête. Il y a peu de choses qui nous arrêtaient parce que show must go on, hein. Il y Ouais. avait les droits télé, enfin les passages télé, etc. Notamment pour les masterclass surtout. Et on a vu des choses assez incroyables. Alors j'ai quelques souvenirs, il y en a un, c'était à Las Vegas où il y avait tellement de vent que les pylônes se déchiraient sans cesse. Ah ouais. Donc il y a des équipes qui étaient dédiées donc, à réparer les pylônes. Et là, ils se déchiraient tout seuls avec la force du vent. Et donc les mecs, ils allaient réparer les pylônes. Et pendant ce temps-là, les autres se déchiraient. Bon, à la fin, ils ont été obligés de dire on arrête. Mais il y Ouais. avait quand même eu des vols. Moi, je me rappelle d'avoir atterri sur... alors, les Challengers, on atterrissait sur une piste qui était juste à côté de... On était sur un circuit à Las Vegas. Et je me rappelle, il y avait jusqu'à 35 nœuds de vent, plein travers. Enfin, c'était de la folie, hein. Ah oui, Donc, en je effet. pense Ouais. qu'après, ils ont dû arrêter. Et il y a un autre souvenir que j'ai, c'était à Porto, où donc, nous, on ne se posait pas sur cette piste, mais ils avaient décidé que les avions des Masters se posaient en pleine ville. Il y avait une petite piste de 400 mètres, et c'était juste fou, quoi. C'était juste D'accord. fou. Les atterrissages, c'était... je crois même qu'il y a une vidéo qui montre les atterrissages de Porto, de la Red Bull Race. Alors, je me souviens plus exactement où la trouver, mais en tout cas... Voilà, c'est vous assez tapez sur YouTube, vous allez impressionnant trouver. Ouais, ça avait fait toute une polémique, et après, ils avaient arrêté Ils avaient limité les atterrissages là-bas parce que c'était trop Ouais. dangereux avec le vent, avec tout. Ok. Donc Voilà. oui, quelles que soient les conditions, donc du coup vous vous retrouviez Oui. en plein milieu de la tempête entre guillemets Mm. pour faire la compétition effectivement à cause des droits. Est-ce que tu ressentais justement une pression par rapport à ça ou les autres pilotes aussi? Oui, bah après, alors après c'est pareil, on avait toujours les minima qu'il fallait pour réaliser Ouais. notre prestation. Après, c'était pris en compte au sol. C'était aussi marrant parce que finalement, il fallait arriver dans les portes, donc il fallait arriver en glissade dans les Eh portes. oui. Donc on n'arrivait pas tout droit, donc il fallait viser complètement le nez à gauche de la porte pour passer au milieu. Donc il y avait toute une gestion d'angle à faire dans les passages. Donc Ouais. c'était, voilà. En même temps, c'était aussi compétition difficile, Ouais. mais c'est là aussi où certains pouvaient se démarquer. Un peu comme en voltige quand on a les inconnus. Mm. Voilà, il y a des gens qui vont être très à l'aise sur des programmes qu'ils connaissent, etc. Mais sur des programmes après inconnus, Ouais. bon, ils sont Bah, faut- un petit peu plus perdus. Faut se débrouiller quoi. Mm. Voilà. Mais Ok. c'était fun. C'était bien. Oui, oui, c'est sûr. Ça me manque beaucoup. Ouais. Bah, vous avez vu, hein, de toute façon, hein, la vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on remette un petit coup la vidéo des Red Bull ou pas du tout? Vous nous dites. Ou sinon, on enchaîne. Alors, justement, pendant que le chat va nous dire s'ils veulent revoir la vidéo ou pas, est-ce que. Comment t'es venu justement à ces courses de pylônes? Qu'est-ce qui t'a déclenché en disant je veux y aller? Alors, qu'est-ce qui m'a déclenché? J'ai toujours suivi depuis 2003 les débuts de la course. Voilà, Et, pour l'instant, on relance la vidéo. Voilà, j'ai toujours, en voyant les courses, rêvé de ça. Non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Il est là. Non, ça marche ou pas? Voilà, c'est parti. Et c'est Mélanie, c'est pas Robin. Voilà, on va y arriver. Oh, bah après. Ouais, donc Vas-y. j'ai toujours rêvé de faire ces courses en les voyant. Après, franchement, je me suis jamais imaginé que c'était accessible pour moi. Enfin, j'ai Ah jamais oui. cru ça. Et puis ensuite, j'ai fait de la voltige. Et puis, ils avaient arrêté les courses, ils avaient relancé. Je crois que c'est arrivé 3 fois dans l'histoire. Malheureusement, ça n'arrive pas. Ouais. J'aurais aimé qu'ils reprennent, mais bon. Et en fait, je me suis, pareil, qui ose gagne. J'aime bien cette phrase, qui Ouais. ose gagne. Donc j'ai osé, j'ai écrit à la personne responsable.
Et j'ai dit, voilà, bonjour, je m'appelle Mélanie, j'aimerais bien savoir comment il faut faire pour rentrer dans les Red Bull Air Race. Donc il m'a donné un tas de choses à faire, notamment de la compétition en Unlimited. Oui, voilà, il faut avoir un certain niveau avant de démarrer. En Unlimited. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis ensuite j'ai fait 3 stages avec eux de voltige. Et finalement, ils m'ont invité sur un stage de sélection que j'ai réussi donc en décembre 2015, il y a maintenant 7 ans. Voilà. Et j'ai été prise en 2016 sur le circuit. J'ai débuté, c'était un peu le début de ma nouvelle life en fait, à ce moment-là. Voilà. Oui, parce que du coup, on part au travers du monde. C'est ça en fait, après c'est des voyages au travers du monde, dans des endroits extraordinaires. On rentre dans une famille aussi internationale. Il y a une vraie cohésion, il y a une vraie... j'ai trouvé que l'ambiance elle était au top. Et c'est vraiment sympa ce côté international avec des gens de tous les pays. Et puis la guerre pendant la course, la fight, et puis après il y avait toujours une bonne soirée à la fin. La troisième mi-temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'était vraiment très très bien. Il faudrait qu'on trouve un nom d'ailleurs, parce qu'il y a le 19e trou, la troisième mi-temps. Ouais. Il faudrait qu'on trouve un nom. Le troisième atterrissage. Ouais, c'est ça. Je sais pas. À calculer. Le troisième run. Il y a quelques années, alors Freefly qui nous dit il y a quelques années, lors d'une compétition de voltige, il se posait sur une ligne droite d'une piste auto. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Sur le circuit. Exactement. C'est ça. On a fait Indianapolis. Notamment, sur l'anneau d'Indianapolis. On se posait sur la piste, alors pas sur l'anneau, mais sur juste à côté, une piste sur un morceau du circuit. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc c'était plutôt sympa. On décollait de la piste et on intégrait le circuit directement après le décollage. Ouais, d'accord. Donc c'était ce qu'ils appelaient un standing take-off. Ok. Donc on partait direct du décollage et le chrono commençait. Alors je sais plus. Non, le chrono commençait à l'entrée de la première porte. Ah oui, donc fallait, on était tout de suite dedans. Au maximum pour arriver. Okay. Avec le plus d'énergie possible dans la première porte. La proposition de Calfire Aviation, le 3e pylône en proposition de. Ah, c'est pas mal, le 3e pylône, c'est pas mal. Bien. Bravo. Un petit 3e pylône, tiens. C'est pas mal. Le Justice AVD qui nous dit est-ce que la vidéo est à vitesse réelle? Bah oui. Oui, à la vitesse réelle. Il n'y a pas de trucage. Eh oui. Depuis le Covid, quid de cette compétition, je pense. Si c'est la compétition, comme on disait, la compétition s'est arrêtée en 2020. Alors ils ont quand même eu le nez fin, où ils étaient au courant du Covid parce qu'ils ont arrêté fin 2019. Ah. Donc ils ont arrêté en 2020. Donc ils n'ont pas prévu la saison 2020, ils n'ont pas investi dessus. Mais finalement, quand on y pense, ils s'en sont bien sortis parce qu'ils ils auraient été obligés de tout annuler. Donc là, ils ont eu le nez fin là-dessus. Oui. Ah oui. Mais après, ça n'a pas repris et les repreneurs ont, je pense aussi, eu malheureusement affaire à la crise sanitaire. Crise sanitaire. Ça les a un peu... et peut-être aussi, on parlait tout à l'heure de l'aviation bashing, peut-être aussi ça, parce que c'est vrai que c'est un peu mondial, où on dit, bon, bah, les avions qui font la course, c'est bien gentil, mais... Non, c'est sûr que c'est une problématique. Hein. C'est une problématique. Alors, pour en revenir encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment qu'on appuie. Alors, avec mon équipe, c'est ce qu'on fait. On va, plutôt que de dire on compare ou quoi, on va s'appuyer sur toutes les belles choses qu'on apporte. Notamment, moi je vois sur mes réseaux le nombre de gens que j'inspire et qui ont envie de se dépasser et de réaliser leurs rêves aussi. Mais pas que dans l'aviation, simplement de montrer que notre activité, elle est belle, quoi. Elle donne aux gens l'envie de rêver. Et en fait, il y a quelques personnes qui n'aiment pas ou qui veulent acheter moins cher leur maison parce qu'ils sont à côté d'un terrain, on connaît cela. Donc, mais malheureusement, c'est qu'on n'écoute que ces gens-là. Alors que tous les gens qui viennent au terrain et qui viennent admirer, qui viennent sur les shows, si on pouvait écouter ces gens-là, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui s'exprime. Mais il faut rester sur le positif. L'aéronautique apporte, je crois que c'est l'employeur numéro 1 des Français, je ne veux pas dire des choses, mais il me semble qu'entre Airbus, Safran, Dassault, etc., ça apporte quand même beaucoup d'emplois. Donc il faut quand même faut pas qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Mais non, et en plus cocorico, puisque c'est vrai que l'aviation française est quand même historiquement parmi les meilleurs du monde. Et je veux dire, c'est un fait. De la pensée que c'est Red Bull qui a organisé la crise de Covid, il n'y a qu'un pas. Oui, voilà, ça doit être ça. Voir si ça la majorité silencieuse, celle qui vote, voilà. Alors, tu parlais de ton équipe. Explique-nous un petit peu la Mélanie entrepreneuse. Oui, alors, en fait, moi, du coup, donc, je suis entouré de... alors après, on va dire que j'ai une personne extraordinaire autour de moi qui s'appelle Ted, qui m'aide énormément et m'accompagne sur mes déplacements, qu'ils soient... lorsque je fais des entraînements, donc il va m'aider sur tout ce qui est la partie logistique, la partie filmer les vols, et puis aussi parfois du soutien moral, parce que c'est pas tous les jours facile non plus dans l'obscurité.
parce que bon, sur l'avant du décor, c'est toujours, ça brille, etc. Alors on essaye un petit peu plus de, voilà, de développer des réseaux où on va se rapprocher plus des gens en étant plus authentique, moins bling bling, hein, parce que la réalité, c'est pas que les choses qui brillent tout le temps. Et ensuite, voilà, j'ai une autre personne qui est une alternante, Emma. Donc elle s'occupe des réseaux sociaux, notamment elle développe la chaîne TikTok, et puis elle nous aide beaucoup sur plein de choses aussi. Voilà, et puis j'ai Marc qui m'aide la partie un peu plus globale, marketing, voilà, de la structure. Donc 3 personnes qui sont pas à plein temps, mais qui travaillent non, essentiellement alors après, voilà, pour il y a toi. surtout Ted et Emma qui sont à plein temps, Marc est plus en soutien, mais après on est... voilà, on essaie, aujourd'hui on se cherche un peu sur la suite à apporter, et on a remarqué que l'environnement était différent depuis 2 ans. Et donc si on veut continuer cette activité et continuer de faire des belles vidéos comme ça, d'inspirer et de voler, et puis de faire simplement des belles aventures, il faut qu'on change un petit peu notre façon de faire, et ça implique de changer de stratégie. Et notamment, là, on développe une chaîne YouTube avec le partenariat du musée Pima Air and Space Museum aux États-Unis pour promouvoir l'aviation, comme tu le fais en fait, et mettre en avant ces belles machines, les hommes autour, les femmes autour de ces machines. Et voilà. Donc, on a vu d'ailleurs une vidéo là-dessus où il y a un concours d'avions en papier. Oui, qui était super sympa parce qu'il y avait plein de gamins et déjà ils s'éclaitaient avec ça génial. Au milieu d'avions de collection. Enfin, c'est une super idée. C'est un truc qu'il faudrait faire au musée au Bourget. Je pense que ça serait vraiment parce qu'en fait les enfants c'est pareil, c'est pour ça que j'aime ce que je fais, parce que pour voir les étoiles dans les yeux de ces enfants, ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, après moi ça me rend tellement heureuse de voir ça. Et puis, ils ont vécu une journée de bonheur, et du coup, ils m'en ont donné encore plus en les voyant. Donc ça, c'était vraiment sympa, et puis on va développer des choses en plus avec ce musée. Et, voilà. Et puis essayer de monter l'inspiration au monde entier, d'où le fait que je parle en anglais aussi sur mes vidéos, puisque je suis anglaise et française. J'ai la double nationalité, même si j'ai un bel accent français quand je parle en anglais, mais bon, voilà, ça donne son charme. Ça s'entend pas. Enfin, il faut dire que notre accent anglais, nous aussi, bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails techniques. Un partenariat avec la zone aéro. Ah bah oui. Voilà. Alors, du coup, Free Flight, il m'a fait oublier ma question. C'est quoi la suite tiens, voilà, une question. C'est quoi la suite de ton parcours à court terme? Compétition, instruction. Voilà, c'est ça, c'était la question que je voulais poser. Parce que tu mettais les étoiles dans les yeux des enfants, et ça c'est très bien, mais tu as aussi un parcours d'instructrice. Donc quelque part, c'était aussi de la transmission et du partage. Ah oui, exactement. Donc en plus j'ai vécu l'instruction sous plusieurs aspects. Donc j'ai vécu l'instruction en ATO, notamment dans l'école qui m'a formée. Donc là j'ai fait instructrice en tant qu'auto-entrepreneur, à mes débuts d'instructeur. J'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an, je ne sais plus exactement. Et ensuite j'ai fait de l'instruction bénévole à Chalon-sur-Saône pendant à peu près 1 an. Voilà. Retour aux sources. Retour aux sources. Et ensuite en 2011, le premier contrat CDI dans l'aviation, avec une embauche à l'ENAC, en tant qu'instructrice à l'ENAC. Directement. Voilà, c'est ça, dans le luxe de l'instruction, où tout est tapis rouge et tout. C'est vrai que là-dessus, on a juste à se concentrer sur son boulot d'instructeur, c'était exceptionnel. Et tu étais basé où? J'étais basé à Grenoble-Saint-Joire. À Grenoble. Isère maintenant. À la Mecque, voilà. Oui. Et au monastère aussi, qui disent. Donc voilà, c'était une. Ça tient pas mal en monastère aussi. Une belle période. Je crois qu'ils refont tout là maintenant. Ils sont en train de tout retaper là. Ça va être classe. Force à Grenoble, comme on dit. Ouais, c'est bien. En plus, l'ENAC, mine de rien, c'est quand même un peu alors, c'est un vivier d'instructeurs évidemment, mais c'est aussi les concepteurs, quelque part, un peu des méthodes de pilotage, enfin d'apprentissage au pilotage d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de question à se poser. Pour l'avoir instruite, c'était une super méthode, et c'est vrai que ça marchait bien sur des personnes qu'elles deviennent pilotes de ligne ou au brevet de base, ça marchait très bien. Ouais, d'accord. Et dans ta vie d'aujourd'hui, dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté justement, cette partie d'instruction? Ça t'a amené des choses ou une autre vision? Oui, énormément, parce que tout ce qui est déjà pédagogie, l'apprentissage à l'ENAC du métier d'instructeur, déjà, il est exceptionnel. J'ai eu de la chance de faire le instructeur d'instructeur aussi. Donc là, on passe dans une autre dimension où on forme des formateurs. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup pratiquer, mais en tout cas, la formation était exceptionnelle. Les formateurs étaient exceptionnels, et ça m'a
Ça m'a appris énormément sur comment passer des messages aux gens aussi. Ah, oui. Parce que... La communication, finalement. Voilà, la communication, c'est sûr. Non, D'accord. c'était super. Et bon, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Et Oui. bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'air de rien, toute cette partie com prend beaucoup de temps. Oui. Les gens ne se rendent pas toujours compte, mais de faire des vidéos, Je confirme. Je ça confirme. prend du temps. Voilà, ça dit beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut soutenir Sébastien, il faut soutenir la chaîne Il faut YouTube, soutenir tout le monde. Mélanie. Puis d'ailleurs, je ne suis pas tout seul. Hein. Voilà, Il y a parce que Nicolas, c'est vrai que, il y a plein de monde derrière. Les hein. likes, les abonnements et tout, ça nous aide derrière. Déjà, ça nous motive et puis ça nous Ouais. aide à passer des étapes pour grandir et puis avoir plus d'outils. Voilà. C'est ça. Alors, on a posté, enfin, Jurden, notre excellent modérateur, regarde, tu vois, il a posté le lien de ton site, Ah la là chaîne là, il a TikTok, tout le posté. Twitter, le Facebook. Mais il travaille, Ah Jurden, oui. en arrière-plan. Voilà, donc là, Jordan, on ça a, rigole pas, là, ouais. voilà, on a Il y a tout, épaglé ça pendant 20 ouais. minutes, ça va être apparu. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens, aller faire un tour sur les différents réseaux de Mélanie. Et comme ça, vous pourrez découvrir un peu plus en détail tout ce qui se fait. Et par contre, il nous dit, j'ai pas trouvé la chaîne YouTube avec le musée. Ah d'accord, alors c'est pas la chaîne du musée, c'est la mienne en fait. Elle est, donc dans la chaîne Mélanie Astols, il y a un onglet Pima Air and Space Museum. Voilà, donc dans Après, la partie vidéo oui, alors, YouTube. si c'est la question sur le musée, ils en ont une normalement aussi. Le musée Ouais. a sa propre chaîne Pima Air and Space Museum. D'accord. Oui. Ok. Ça marche. Oui. Alors, moi j'ai aussi une question parce qu'on parlait justement de gestion d'équipe. Tu as eu même plusieurs avions. Comment est-ce que tu as géré justement les contrats avec ces avions-là? Comment tu t'es dit, tiens, je veux ça? Comment est-ce que je le fais évoluer? Comment est-ce que je le fais décorer? C'est toi qui t'occupais de tout ça? Oui, exactement. J'en parlais tout à l'heure avec un ami, c'est que la particularité de mon métier, par exemple par rapport à l'équipe de voltige de l'armée de l'air, on fait le même métier, c'est-à-dire qu'on vole dans un avion, on fait de la compétition. Simplement, je vais faire ça avec une équipe réduite. Et encore, Ouais. je dis j'ai une équipe là, mais jusqu'à il y a 6 mois en arrière, j'étais T'étais toute seule. quasiment toute seule. Ouais. Donc il faut dire que je suis autant en train de nettoyer l'avion dans mon hangar, de nettoyer le hangar, que d'aller à la banque négocier un crédit justement pour me faire financer un avion, que d'aller serrer des mains pour trouver des contrats de partenariat. Parce que forcément, c'est une activité qui coûte des sous. Ouais. Un avion, ça coûte cher. Et le plus dur avec un avion, c'est que ça coûte cher, mais ce n'est pas le prix d'achat. C'est surtout qu'on ne sait pas où on va, parce qu'il peut y avoir des pannes sur l'avion, des problématiques, des incidents qui vont engendrer des coûts, des immobilisations. Et donc, voilà, il faut gérer les assurances, tout ce qui a trait, les réseaux sociaux, etc. Et quand on est seul ou qu'on est 2 ou 3, eh ben, en fait, c'est un boulot à plein temps. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus compliqué de trouver des créneaux pour simplement m'entraîner. Des créneaux de temps, mais aussi des créneaux de disponibilité de terrain, parce qu'aujourd'hui, on est en difficulté pour trouver des endroits où s'entraîner. Moi, les quelques fois où j'ai volé cette année, je me suis retrouvé avec des problématiques de faire des relations publiques pour que ça passe bien, mais aussi avec des gens qui viennent se plaindre. Donc il y a aussi ce que j'appelle de la communication non violente à mettre en place. Typiquement, au mois de septembre, à Avignon, j'ai fait 2 baptêmes. Je devais en faire 5, mais les 2 premiers, c'était mes premiers vols de l'année sur Avignon. Et je me suis retrouvé avec une manifestation de riverains qui nous ont bloqués. Ils sont arrivés avec 15 voitures et ils sont venus me chercher moi. Parce que quand je suis venu leur dire, je dis mais attendez, j'ai fait que 2 vols cette année. Parce que pour eux, la voltige, c'était Mélanie qui faisait la voltige qui nous embêtait. Et en fait, il y a ce problème-là à gérer aussi. Et j'avoue que c'est compliqué. Donc de plus en plus maintenant, on s'expatrie sur l'Espagne, le Portugal, des pays qui sont contents de voir ça. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment une question de mentalité. Il y a encore quelques terrains qui sont ouverts. C'est difficile de trouver des endroits, non, mais je te le confirme. Des endroits accueillants pour voltiger. Alors moi qui viens de Montceau-les-Mines, il m'est arrivé aussi de faire du vol de nuit là-bas. Je pense que Fred Détail pourrait confirmer, ou Alex aussi. Et c'est vrai que c'était compliqué. Au bout de 2 tours de piste, il y avait des coups de fil. Et on voit ça effectivement un peu partout. Donc il y a un gros problème et un changement de mentalité à avoir aujourd'hui. Je ne veux pas être pessimiste, mais en tout cas, ça devient compliqué en France. Ouais. Et puis, en plus, il y a un engouement pour la voltige en France. Donc il y a de plus en plus de gens qui veulent voler en monoplace. Donc forcément, même chacun se réserve un peu ses terrains et tout. Et en fait, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est sûr que, bon, après... Après, c'est vrai que l'activité de voltige avec les remises de gaz et tout, on peut dire quand même est un peu plus bruyante qu'une activité classique. Mais ceci dit, et d'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui en avaient parlé en disant « Oui, mais en fait, il vous faut des avions électriques ».
la majorité du bruit d'ailleurs ne vient pas forcément du moteur. Et non, vient- c'est les l'aérodynamisme, bruits, voilà. l'hélice, le Exactement. changement de régime. Après, voilà, après c'est... Je sais pas si on a une solution, j'avoue que... Il faut que les gens se taisent, en fait, c'est ça. Il faut qu'ils acceptent Eh oui. que les avions volent. Les avions volaient avant eux. Donc pourquoi les arrêter aujourd'hui? Non, mais après, Non, c'est mais c'est ça, vrai. mais il faut... Enfin, une personne comme moi, j'ai besoin de me concentrer. Mm. Je suis quand même une personne assez sensible et de devoir affronter les gens, entre guillemets, Ouais. ça m'épuise, quoi. Enfin, c'est un truc qui est compliqué à gérer au quotidien. Donc c'est vrai que du coup, Mm. j'ai vachement ralenti les vols aussi pour cette raison-là. Ah oui, d'accord. Ou, Ah oui, ça impacte aussi le Bah, moral. j'ai besoin de... Parce que ça me... Un peu comme les pensées limitantes, après ça rentre en nous un peu tout ça. Ouais. Parce qu'on vole, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mm. On commence à être gêné, on se dit bon, je vais voler, mais qu'est-ce que je vais devoir gérer derrière? Et donc Ah c'est ouais. vrai, là je suis allé voler en Espagne, alors je sais plus, en septembre-octobre, j'ai fait un stage quelques jours là-bas, c'était génial. Ouais. Les gens étaient heureux, ils venaient au restaurant juste pour voir les avions voler, ils étaient comme des fous, enfin ça faisait venir plein de gens au restaurant, l'aéroport était, mais il y avait 50 personnes. Et Ah là, ouais. j'ai retrouvé le plaisir de Ouais. voler, de m'entraîner, parce qu'il y avait vraiment des gens qui géraient ça et des gens contents. Ah oui. Donc après, à moins d'avoir des grillages de partout qui empêchent les gens de rentrer, et bon, après ça s'appelle une base militaire. Oui, oui, c'est Donc, ça. voilà. Mais j'ai pas ça, quoi. Enfin, après, tous les terrains sont plus Ouais, ou moins ouverts aux gens. Finger quoi. Gold qui dit c'est culturel, les Français aiment râler, mais c'est ça. Bah, malheureusement, C'est ça, c'est ça, c'est ouais, ça. Puis les malheureusement. terrains étaient là avant leur habitat, nous dit Free Flight. Ouais, exactement. C'est ça. Viens à Blois-le-Breuil. Oui. Eh ben, va falloir gérer la météo de Ah. décembre, mais... Je suis pas sûre Prochain qu'il fasse- stage, c'est quand? Il y a quelque chose de prévu? Alors, normalement, début janvier. Début janvier, normalement, je vais être sur le Castellet. Début janvier. Ah oui, Voilà. c'est pas très loin. C'est ça. Eh bien tiens, on va mettre la deuxième vidéo, donc qui Allons-y. consiste à un la entraînement voltige, de c'est ça. voltige pur. Donc là, on est dans les figures et tu peux d'ailleurs commenter Voilà. un petit peu. On va prendre un peu ce de qu'on hauteur, voit. là. Donc là, c'est toi. on Alors te reconnaît. voilà, là c'est moi, on voit que je suis très malheureuse d'aller voler. Donc ça c'est une démo de freestyle, alors un entraînement de démo. Donc ça notamment c'est le début de ma démo qui commence avec une dizaine de tonneaux déclenchés. Donc c'est quand on décroche sur une aile avec donc une rotation rapide. Et puis... C'est à la vitesse 1, hein, on précise. hein. Oui, oui, oui. Il n'y a rien d'accéléré. hein. Il n'y a pas de... Non, c'est vitesse 1. Et donc là, on est au-dessus de l'aéroport de Avignon, donc, Ok. sur lequel on peut voler de temps en temps. Alors la problématique en monoplace, parce que quand on vole en compétition, on vole avec des planchers. Donc le plus bas de la figure, il est à 100 mètres. Ouais. À Avignon, malheureusement, on peut voler qu'à 1000... non, qu'est-ce que je dis? À Ah oui, 2000 parce pieds, que- donc à 700 mètres. Donc en fait, c'est un peu compliqué pour les timings, les manœuvres et tout. Par contre, c'est très joli pour les vidéos, ça fait on voit un gros ensemble. Voilà. Donc là, on me voit sur une manœuvre toujours de freestyle. Donc en freestyle, on utilise le fumigène. Et le fumigène, en fait, c'est de la paraffine. Donc c'est du gras, en fait, hein, qui est diffusé sur le pot d'échappement et qui fait cette fumée. Donc c'est complètement écologique. Hein. On ne fait pas des chemtrails. Oui. Voilà, et puis, non, la voltige, en fait, la différence avec la voltige, c'est que là, c'est vraiment un sport de notation. Ouais. Donc, c'est des juges qui vont nous noter sur notre prestation en vol, avec toutes les subtilités que Ah, ça peut impliquer. alors on dit hein. il y a une pub qui s'est déclenchée juste pendant la vidéo. Pas de souci, on va la relancer juste derrière, il n'y a pas de Ah souci. là là. Pas de chance. Hop, on va. Alors, vous nous dites. Ah oui, mais vous nous dites. Oui, si, vous nous dites. On a eu la vidéo en tout petit. Ah. Ok, donc, alors, hop. Voilà, on va la On va remettre la comme remettre, ça. Voilà. ouais. Voilà, Donc là, Avignon, on a dit. Donc, les fameux tonneaux. Donc, alors en voltige, alors, il y a quand même deux disciplines à différencier. Ouais. La première, c'est la voltige aérienne. Donc là, c'est vraiment un sport dans lequel on est jugé sur des figures très précises, ce qu'on appelle le code ARESTI. Donc c'est un catalogue qui s'appelle Ouais. ARESTI, tout simplement. Et ensuite, on a le freestyle. Alors là, c'est utilisé en compétition, parce qu'il y a un championnat du monde. D'ailleurs, je tiens à féliciter Alexandre Orlovski pour son magnifique titre de champion du monde freestyle. Il faut savoir quand même que c'était une discipline dominée par un Américain qui s'appelle Rob Holland depuis des années et des années, et il a réussi quand même À le détrôner. à le détrôner, Ouais. donc c'est incroyable. Et voilà, et donc du coup le freestyle c'est en compétition, mais c'est plus particulièrement en meeting aérien. Ouais. Et c'est ce que vous avez la chance de voir donc avec le fumigène, notamment sur les meetings, quand vous voyez de la voltige, c'est du freestyle. Ouais. Ça veut dire que le pilote il s'exprime, il dessine son tableau comme un peintre dessinerait son. Mais c'est son pas de tableau avec son l'improvisation, pinceau. il sait déjà à peu près ce qu'il va Oui, faire. oui. lui, ouais. Alors encore plus, alors
Quand c'est un civil, il va peut-être pouvoir modifier son programme en cours d'année. Par contre, dans l'armée, là, ils ont vraiment un programme défini qui ils doivent le respecter. Oui. Voilà, bon, on a encore un petit côté de liberté. En plus, il n'y a pas que des désavantages. Ouais, c'est ça. mais en fait, voilà, c'est vraiment, en général, les pilotes connaissent leur composition et les petites modifications, c'est des recadrages avec le vent. Donc voilà, il faut vraiment voir les deux différentes disciplines, une qui est plutôt artistique et l'autre qui est vraiment sportive. Sportive. Alors, au niveau des accélérations, on parlait de 10G tout à l'heure pour les Red Bull RS, ça c'est à peu près la même chose. On est dans alors après, peut-être pas forcément 10G, c'est pas nécessaire. Moi, en général, je suis entre 7,5 et 8,5. Entre 7,5 et 8,5. Ensuite, en négatif, pareil, je suis à moins 7,5, moins 8,5, ça dépend des figures. Ouais. Mais ça peut aller jusqu'à moins 8,5. Ouais. Quand on a besoin d'énergie, donc les G négatifs, c'est quand on fait une boucle en démarrant sur le dos. Ouais. Donc quand on va à l'envers et qu'on remonte vers le ciel. Donc comme ça en fait, on est comme ça et on pousse sur l'avion. Voilà, c'est ça. Et on remonte. Donc quand on est en G positif, on est écrasé dans son siège. Donc on a tout le siège qui va supporter le poids de notre poids. Par contre, quand on est en négatif, donc on est pendu aux ceintures, donc on a toute la force G, elle est répartie sur la ceinture. En fait. Et elle nous pousse vers l'extérieur, c'est ça. Ouais. Donc on a l'impression qu'on va être éjecté de l'avion. D'ailleurs, au moment où on fait une ressource négative, si on coupe la ceinture d'un coup, on a la tête qui tape. Et que, on fait moins 8 fois le poids de son corps. Donc, Alors j'avais vu d'ailleurs, il y avait dans les procédures d'éjection de je ne sais plus quel chasseur, j'avais vu ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où il fallait donner un coup de genou dans le manche justement pour faire le truc négatif et sortir. Je sais plus aider à sortir. Exactement. Ouais, je ne sais plus dans quel avion c'était, mais j'avais lu ça. La maniabilité, la précision de ces avions est impressionnante. On est à quel taux de roulis sur ces avions? Alors l'Extra 330 est à 420 degrés par seconde. Donc c'est pas un tour et demi en une seconde, mais ce n'est pas loin. Ah ouais. Ça tourne très fort, ça tourne. Monceau. Toujours Monceau. Petit clin d'œil. Une fois sur Gare au retour d'un vol, Mélanie m'a dit qu'elle n'était pas au top car elle n'avait pris que 6G. Ah. Bah alors c'était un vol de reprise, je me rappelle bien de celui-là. Ok. Et donc pour préparer ces compétitions, comment tu fais? Est-ce que tu as une préparation physique que tu t'imposes? Est-ce que il faut manger que des légumes? Est-ce que non, alors il ne faut pas manger que des légumes. Viande, je peux pas. Non, mais alors par contre, il y a trois choses qu'il faut gérer. C'est effectivement le physique, le mental et ensuite la technique. Donc le physique, c'est gainer, il faut être gainé. Il faut un bon gainage. Alors ça part des jambes jusqu'aux abdos et ensuite il faut passer par le cou. Alors pourquoi les jambes? Parce que on voit bien que les pilotes de chasse ils portent des combinaisons et où est-ce qu'ils ont les pressions? C'est sur les jambes. Alors j'ai jamais autant résisté au G depuis que j'ai travaillé des squats et des jambes. C'est ça qui vraiment aide énormément. Donc au début je ne me rendais pas compte pourquoi les jambes ça... Oui, musculation après, musculation. Pourquoi les jambes ça a aidé autant, mais effectivement les jambes ont vraiment deux avantages, c'est que ça fait résister au G et deux, ça donne beaucoup plus de force dans les bras. Il faut savoir que c'est quand même hyper physique de voler. Oui, on le voit d'ailleurs, on va remettre. On voit, je vole avec les deux mains parce que avec une main, c'est pas possible. C'est vraiment. Alors, c'est pas que l'avion est lourd, c'est juste que si on veut être explosif, le problème c'est que la main droite, j'avais pas l'explosivité. Donc la main gauche en fait soutient la main droite. Ok. Parce que quand on envoie à fond dans un sens, toutes les fibres elles sont lancées dans une direction et en fait il faut les relancer dans le sens opposé pour stopper la rotation. Donc après, c'est violent quoi. Après voilà, c'est du physique, ça se travaille. Voilà, c'est sûr qu'une personne un peu plus balèze, elle est plus à l'aise là-dessus, mais après peut-être qu'elle sera moins à l'aise sur d'autres trucs. Donc dans les pilotes, il y a tous les gabarits. Il y en a qui sont tout maigres, petits. Il y en a des grands, costauds. Il y a vraiment de tout. Et dans les champions, il y a tous les gabarits. Donc après voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais après donc la partie mentale. Elle est souvent laissée de côté, mais on se rend compte après au plus haut niveau que ce qui fait la différence entre les 5 premiers, c'est le mental. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'après, s'il y en a un qui craque, il se retrouve, il sort du classement. Quoi. Ouais. Donc, il ne faut pas craquer une seule fois en fait. Ouais, c'est la régularité quelque part qui est... C'est ça. Okay. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, à un niveau de compétition, le mental fait vraiment la différence. Ouais. Okay. Voilà. Et après la technique, ça se travaille avec un coach au sol. Qui va guider le pilote vers l'amélioration continue. Donc après, c'est vraiment de travailler, et pour atteindre le plus haut niveau, celui que Florent Audon a atteint, c'est vraiment beaucoup de travail. En fait. D'accord. C'est de la dédication, après il faut faire que ça, faut vraiment se concentrer, il
faut voler beaucoup. Voilà. Et Mais s'entraîner. il y a aussi une certaine complicité aussi à avoir avec le coach pour qu'il ait l'œil justement et de se dire et trouver aussi les mots peut-être comme tout compétiteur. Enfin, je mets ça en parallèle peut-être avec le ski dont on parlait tout à l'heure, Oui. où il doit y avoir cette façon de parler qui dit là, enfin toujours trouver le mot pour booster en fait les performances. Bah, super exemple qu'on vient de voir récemment, c'est Coupe du Monde de football finale, quand on voit le message de Didier Deschamps. Alors moi j'ai pas vu. En fait, on le voit parler, mais c'est là où on voit l'importance du coach, Ouais. du discours de motivation. Dans des films, on voit souvent le coach qui motive ses joueurs juste quand ils sont en train de perdre ou pour un match important. Et c'est là où c'est même plus de la technique, c'est du coaching après. Ouais. C'est vraiment. Et la ça, vous le personne mettez en qui- place sur les stages aussi? Ben après, alors, moi pour l'instant, je suis un peu. J'ai pas de coach attitré là pour l'instant, Ouais. donc quand je vole, je suis ma propre coach. Ah, ok. Mais bon, des fois, voilà, après, faut pas non plus se dire que ça marche pas. Mais des fois, avec d'autres collègues, on se coach les uns les autres. Ouais. Mais après, c'est ça aussi, il faut trouver une personne disponible qui puisse coacher. Et Ah oui, ça quand on est rajoute au une personne plus haut dans niveau, l'équipe. qu'on est en unlimited, dans un top 10, on va dire, c'est dur de trouver des gens qui sont au-dessus du niveau. Ouais. Voilà, donc après, Ouais, il n'y en a c'est pas sûr. 50 000 sur le marché et ils sont déjà très occupés. Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a peut-être Et- même et- des contrats d'exclus non, qui sont signés avec les Anglais. Oui, bah après, il y a des petites subtilités aussi, hein, parce Ouais. que quand un coach entraîne certaines personnes, après, il y en a qui ne veulent pas non plus dévoiler les secrets. Enfin, Ah oui. c'est un sport individuel quand même. Hein, donc, Ah oui, d'accord. Ah oui, moi Non, je pensais c'est pas que ça pas- allait jusque-là. Ouais. Ah d'accord, ok. Bon. Que penses-tu de la nouvelle génération de petites nanas plutôt douées qui arrivent sur le circuit? petite nana, je ne sais pas si elles sont petites, mais en Je tout pense, cas, pour moi, elles par sont exemple, grosses. c'est qui? C'est Fanny, c'est Bah après, Fanny Vellard, Margot, enfin ces oui, compétitrices-là. Moi, je pense surtout que c'est génial de voir des filles motivées. J'espère qu'elles pourront monter encore plus et arriver au plus haut niveau en Unlimited. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas un plafond de verre qui se mettra sur le chemin pour les décourager. Parce que ce plafond de verre, moi je l'ai quand même pris dans la tête plusieurs fois, mais oui. bon, j'ai quand même continué, mais après, je sais pas pourquoi il y a si peu de femmes. Donc, ouais, continuez les filles, et puis... Oui, moi, je sais d'autant pas plus non qu'on plus, voit que tout est possible. Enfin, je veux dire, tu en es quand même Oui. la belle ambassadrice, que ce soit les Red Bull, que ce soit les championnats. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est sûr, après, il y a quand même pas mal de femmes super. Il y a Alice là, qui a fait sa première Oui. compète internationale en Unlimited. Il y a Bénédicte, je ne sais pas si elle continue, on ne l'a pas vue cette année non plus, mais bon voilà. Il y a Fanny qui a fait une super saison, qui a fini 3e sur le podium de la Coupe d'Europe. Margot, enfin oui, effectivement, il y a Charlotte aussi, enfin je vais en oublier certainement, mais en tout cas il y a plein de super nanas qui sont surmotivées. Ouais, bah, je suis vraiment ravie et pourvu que ça dure et qu'il y en ait surtout encore d'autres et que notre activité perdure le plus longuement possible. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Une petite bête là qui vole, c'est pas grave. Il faut bien qu'elle vole aussi. Oui, bah, ça va, c'est pas Ok, grave. donc alors on a parlé des championnats, on a parlé des Red Bull, on a parlé des avions, on a parlé de plein de choses. Tu nous as parlé tout à l'heure d'Air France, de la ligne, on va dire de l'aviation plus commerciale. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'attire ou pas? Oui. Oui. Alors en fait, Air France, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que pilote de ligne chez Air France. Et ça a été une expérience extraordinaire et voilà, j'ai vraiment passé un super moment. J'étais un peu surchargée à ce moment-là parce que je faisais les courses Red Bull en même temps. Oui. Et bon, pour être complètement transparente, à ce moment-là, j'ai fait complètement un burn-out. Hein. J'arrivais pas à gérer les médias des Red Bull. Et il faut savoir que la formation en tant que pilote de ligne, elle est extrêmement exigeante, la partie formation. Et c'est vrai qu'après 6 mois de voir mon avion dans le hangar, enfin même pas de le voir, au bout de 6 mois de le voir avec la poussière, avec 3 cm de poussière dessus, je me suis dit, bon ben là il va vraiment falloir faire un choix. Et c'était soit j'arrête les courses et la partie entrepreneuriale et voltige, et je me consacrais à fond à la partie en ligne, soit je me faisais une raison et je disais, bon ben je me lance à fond dans l'entrepreneuriat, je vis ma passion de la voltige, parce qu'au final c'était ce qui me plaisait plus, le fait de piloter, de vivre un peu cette vie d'aventure, d'inconnu, de voltige un peu, de haut et de bas. Et donc j'ai fait un choix fou, mais j'ai fait le choix de la passion au-delà de la raison. Et c'est absolument pas un regret aujourd'hui. Et bon, il faut savoir quand même que quand je suis partie d'Air France,
quelques semaines après, j'ai reçu un mail de Red Bull comme quoi ils arrêtaient les courses l'année suivante, alors que j'étais parti sur un projet de montée d'une classe. Et ensuite, on a eu le Covid juste derrière. Bon, ça, c'était pas prévu, mais c'est comme ça, c'est dans la vie. Il y a un truc aussi qui est important, c'est que quand je fais un choix, je fais un choix. En fait, le choix est fait, mais je me dis pas après, j'aurais pas dû faire ci, faire ça. Oui, de toute façon, ça sert à rien. Voilà. Bon. Ce qui est fait est fait. Des fois, ça marche, on gagne, on perd. Après, alors, retourner en ligne, c'est une question que je me pose. Ouais. Effectivement, il y a des opportunités j'ai quelques opportunités là qui se présentent. C'est aussi ce que je me suis dit en partant, c'est qu'il y a d'autres opportunités plus tard. Et effectivement, en ce moment, je suis sur quelques opportunités. Je ne suis pas encore... je m'étais donné jusqu'à la fin de l'année pour réfléchir, parce que Mais bon. Il faut prendre le temps d'attendre. C'est ça. Enfin, il est urgent d'attendre. C'est urgent d'attendre. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que... Mais au-delà de la ligne, il y a aussi l'aviation d'affaires, parce qu'il y a quand même des machines qui sont incroyables, c'est des mini-chasseurs. Alors, ça fait partie des opportunités, c'est de vraiment... j'ai eu cette chance aussi, c'est de développer un super réseau à travers mes aventures, et notamment avec quelques dirigeants de compagnies d'affaires, et effectivement, c'est plus ce vers quoi je m'orienterai peut-être à l'avenir. Mais il y a des super machines, Ah oui, on a eu Florian Bonnet qui vole sur Challenger et c'est beau, ça, on a vu les performances, on s'est dit c'est incroyable. C'est très beau. C'est encore c'est une autre façon d'opérer que la ligne en fait. C'est un peu plus l'aventure. On sait pas trop où on part. Des petits terrains, des plus gros. Voilà. C'est ça. Et puis la flexibilité du planning. Alors on a certaines boîtes d'aviation d'affaires qui proposent je travaille 7 jours, j'ai 7 jours off, qui peuvent être compatibles aussi avec la voltige par exemple et les stages. Oui, voilà. Oui, parce que de toute façon, c'est hors de question pour l'instant que tu arrêtes toute cette partie-là de Non, voilà, c'est ça, voltige. Exactement. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Voilà. Ok, 19h44 UTC les amis. Je vous propose qu'on lance la dernière séquence de l'émission, puisque ça avance. La foire aux questions remise de gaz, il vous reste, allez, 5 minutes. Allez, on dit les 5 dernières minutes pour poser vos dernières questions à Mélanie qui nous fait le plaisir d'être là ce soir pour cette dernière émission de l'année. Alors allez-y, posez vos questions, on est là pour ça. Le temps du jingle. Alors, hop, j'espère que vous avez entendu le son du jingle, mais j'en suis pas sûr. Bon, bref. Foire aux questions remise de gaz, les 5 dernières minutes. Alors oui, si vous voulez poursuivre le débat, j'en ai pas parlé, mais à culpa, il faut que je le dise. Je vous remets le lien de notre serveur Discord. Oui, il y a eu le son parfait. Voilà, très bien. Donc le serveur Discord, il s'affiche ici. Vous cliquez sur le lien, vous rejoignez le serveur Discord. Et il y a plein de choses dedans. Il y a des images. D'ailleurs, Mélanie, si tu veux mettre des photos sur notre Discord, c'est avec grand plaisir. Il y a des souvenirs de vol, il y a des pilotes de ligne qui mettent des photos des cockpits. Il y a plein de choses. Voilà. Et il y a plein de salons différents. Et il y a aussi notre ami Friedfeld qui est très actif dans la rubrique historique. Donc rejoignez les amis le serveur Discord. Il y a de quoi. Et on a créé aussi une rubrique virtuelle pour ceux qui font de la simulation. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Je file manger malheureusement, mais super émission. Merci à vous deux. Bon Merci appétit. GSN. Bon appétit à toi. Au revoir. Donc, voilà les 5 dernières minutes. Est-ce que vous avez des questions encore à poser à Mélanie qui est là ce soir? Hop. Ouais, oui, alors ça marche ou ça marche pas? Voilà. Bah oui, si, il y a du monde. Donc on va attendre les dernières questions. Je ne suis pas volant, mais j'ai été malade sur les 2 vidéos. Désolé. Mais c'était impressionnant. Et Monceau, bah oui, il doit être à côté de Monceau. El Jaja 71. D'accord, désolé pour le mal de cœur. Non, mais il a mis un smiley, donc je pense que c'était. Oui. Je pense que c'était voilà. Pour rigoler. Non, mais ok. Donc on a fait à peu près le tour. Hein. Alors si. La partie un peu coach, parce qu'on en parlait un peu hors antenne, tu t'orientes aussi sur ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux proposer en fait? Oui, alors après, ce que je peux proposer, c'est au travers de mon expérience, de mon livre de vie et de mon parcours, des outils en fait que j'ai utilisés tout au long de ce trajet. J'ai pu avoir des bons outils, des mauvais, faire un peu le tri. Donc ça m'a permis de développer des compétences justement de comment, par exemple, une idée, par exemple, comment aller négocier un crédit à la banque. C'est des trucs des trucs qui sont pas liés à d'accord. l'aviation, mais qui sont liés à la gestion du stress finalement. Comment aller à un entretien d'embauche. Toutes ces choses-là qui font qu'on va être stressé avant d'aller à cet événement
Et comment est-ce que, et même quand on est, parce qu'à la base je suis une personne hypersensible, hyper émotive, comment quand on est quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif, on peut aller à quelque chose d'hyper important, hyper stressant, en étant mais alors dans une relaxation absolue. Ouais. Donc c'est simplement, c'est du hacking mental en fait, c'est des techniques qui font que on est complètement déchargé de toute polarité, quoi. Ouais. Enfin, on arrive à quelque chose d'important sans être du tout stressé. Alors je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, et ensuite c'est vraiment de pouvoir donner des clés pour arriver à ces objectifs. Alors ça peut être dans l'aviation, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Et justement, au niveau de mes réseaux, j'essaye aussi de développer du grand public, c'est-à-dire de faire des choses qui sont, quand je parle du développement personnel, c'est assez vague, mais c'est plus de toucher des gens qui sont en développement personnel, mais d'utiliser la beauté de l'aviation pour mettre en image toutes ces... par exemple, la voltige, c'est très imagé, c'est des hauts et des bas. Bah, c'est un peu la vie, hein. Exact. Donc en gros, voilà, c'est au travers de conférences, de formations en ligne, de monter tout un concept, mais pour vraiment aider les gens à vivre leur rêve aussi et pouvoir peut-être pas faire la Red Bull Race parce que malheureusement ça n'existe plus. Oui, mais en c'est tout cas, jamais, faire un truc de fou. Revenir, hein. Voilà, faire un truc de fou. Je vais devoir suivre un stage, c'est mon épouse qui me le signale. Ah bah voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés et qui voilà, quand c'est un événement important, alors ça peut être aussi un premier rendez-vous amoureux des fois. On est très stressé devant. Ça peut être pour tout, ça peut être pour. Mais c'est des techniques qui m'ont permis, notamment au dernier championnat de France, de voler dans mon avion en étant complètement relax. Détendu, zen. Et puis c'était cool en fait. C'était pas. Alors qu'avant c'était stressant la compète, c'était. Enfin, j'étais pas bien, c'était un moment de malaise. Et là, en fait, au moment où j'étais dans l'avion, j'étais... j'ai vu qu'il y avait une figure que j'ai ratée, je dis... c'est pas grave, parce que les 13 autres, elles étaient géniales. Ah bah voilà. Avant, j'aurais dit, mais quelle mais tu t'es coaché un peu avant d'arriver ici, non? Non, là, ça allait, ça va. Je suis pas... non, je suis stressé, là, c'est bon, tout va bien. Non, c'est vrai? Non, je le sens pas comme ça. Ouais. Par contre, moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que dans tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission maintenant, il y a vraiment ce fil rouge qui est le partage avec les gens. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. C'est flagrant, le partage avec les gens par les compétitions, par le spectacle, par le coaching, par l'instruction. En fait, c'est ça. L'objectif, quelque part, de ta vie, c'est le partage avec les autres. Oui, c'est ça. Après, on passe des stades dans la vie. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai vraiment... plus envie, plus que la compétition pure et dure, c'est de vivre une aventure avec les gens, avec mon équipe, avec les gens. Et voilà que la vie est courte, hein, donc il faut que ce soit fun et qu'on échange. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui. Bon, on a des phases. Hein. Regarde, alors il y a Michel Antoileuse qui nous dit donc je suis admiratif de ton parcours, tu as toute ta place dans le coaching, je pense. Beaucoup. Skyfair Aviation, je pense que ça peut m'aider, oui. Oui, de toute façon, après... Coché. El Jacha 71, ça peut aussi beaucoup m'aider. Voilà. Bon, vous voyez les amis, hein. Et puis là, avec Mel... J'ai des cobayes pour tester ma méthode, alors c'est bon. Voilà. Si on veut te contacter, tiens. Après, par mes réseaux, faut pas hésiter. Sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Réseaux sociaux, le site... Voilà, vous avez tout. Oui, on sent très bien que Mélanie aime bien partager sa passion, tout à fait. Énormément. Et voilà, Jordan qui nous remet tous les liens, magnifique. Voilà, merci Jordan. Tac, c'est parti. C'est beau. Ok. Bon, écoutez les amis, 19h51 UTC, on va refermer cette émission. Je viens au parking Delta sur Avignon pour suivre le stage. Il va falloir que j'y aille un peu de temps en temps parce que je suis plus trop ces derniers temps. Alors, voilà. Delta, c'est où? Non, je suis en écho, moi, je crois. Voilà, donc c'est de l'autre côté. Oui, je suis écho. C'est de l'autre côté. Écho. Ok. Écoutez, merci à toutes et tous pour cette belle émission qui clôture bien l'année. Merci Mélanie d'avoir été présente et de clôturer avec nous magnifiquement cette série d'émissions de 2022. On espère te revoir en 2023, pourquoi pas. Plaisir, si à côté, écoute, la porte elle est ouverte maintenant. Exactement. Je vous rappelle que l'émission redémarrera le 4 janvier, quelques jours, enfin le premier mercredi de janvier. Oui, bon. Ça doit être quelque chose comme ça. Le programme, je ne le sais pas encore. Peut-être qu'on vous souhaitera simplement la bonne année, on va voir. On ne sait pas encore. Par contre, rendez-vous le 15 avec Nico pourra peut-être nous en parler un peu plus en détail, notamment sur le Discord. Venez chercher
sur le Discord les infos, il y a aussi le programme avec tout ça. Et si d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas forcément suiveurs de l'émission, pour avoir les alertes en live des émissions, vous cliquez en dessous sur follow, et vous pouvez aussi prendre des abonnements, ça nous aide aussi pour tout le matériel. On ira faire un reportage chez Mélanie, ben voilà, ça peut être aussi une bonne idée. Après, oui, hein. On déplacera le studio pour venir... Oui, voilà. Mais justement, les subs que vous prenez vont nous permettre aussi d'investir dans un studio mobile. Et ça serait super génial. Oui, Donc allez-y, abonnez-vous. Oui. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous à la zone, ça vous coûte le prix de 2 cafés par mois. Il n'y a quand même pas... Voilà, et nous, ça va nous permettre d'investir dans le matériel. Donc vous cliquez en dessous sur subscribe, ou si vous avez un abonnement d'ailleurs Amazon Prime, en cliquant sur les liens, là, vous vous abonnez gratuitement à la zone, c'est gratuit. Donc faites la démarche et nous, ça nous aide. Voilà, le 15, c'est pas un mercredi. Bon, bah c'est le mercredi de la semaine du 15. Voilà. Nico, je sais y aller, c'est l'ancien hangar du Corsair, ok, d'accord. Donc, un pilote d'AWOX, donc de E3F mi-janvier, et puis on aura le 25, Gilles Roy de Aérobuzz, qui viendra ici dans les studios pour nous parler un petit peu des médias, de Jumpseat aussi, l'émission sur Twitch d'Aérobuzz. Voilà, pour parler plein de choses, et on a encore du lourd à venir. Je pense par exemple à Jack Green, qui nous a dit qu'il participerait à l'émission. On aura Michel Polaco aussi, qui m'avait confirmé, il faut qu'on mette ça en place. On parlera de l'aviation dans les médias. On parlera de toutes ces choses-là qui sont quand même assez intéressantes. Voilà, c'est le programme de 2023. J'espère qu'il vous plaira, les amis. En attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année en famille ou avec des amis. Pas tout seul en tout cas. Prenez soin de vous. Ah oui, si vous pouvez faire venir Dorine Bourneton, ce serait super. Ah oui. C'est une idée. Il faut on va creuser tout ça. De toute façon, on est aussi en phase de méditation sur le planning. On va vous proposer sur la zone aéro. En attendant, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord pendant les 15 jours. Ah oui, aussi, je voulais vous dire que sur la chaîne YouTube maintenant, tout est décalé de 15 jours. Donc là, tout à l'heure, là, vous aurez le replay de cette émission qui va être disponible dans peu de temps, dans une dizaine de minutes. Et puis, dans la foulée, vous attendrez donc 15 jours, et dans 15 jours, ce sera sur YouTube. Voilà. Et sur YouTube, la dernière vidéo, c'est celle de... il y a 15 jours, justement, celle avec Robin. Donc, copie chez Transavia, qui est en ligne depuis ce matin. Voilà. Vous savez tout. Bonne fête de fin d'année à toutes et tous. Merci Mélanie. Ben, merci et Sébastien. puis, rendez-vous en 2023. Bon pied, bon oeil, comme on dit. Et puis, joyeux Noël et bon jour de l'an à toutes et tous. Et bonne soirée. Salut à tous, bonne fête. À bientôt. Bye bye.